Vas-y, Bah, vas-y. le problème de la créativité, c'est que la créativité, c'est pas de la magie, quoi. C'est pas quelque chose qui. Tu vas pas mettre des mecs qui. C'est pas parce qu'ils jouent bien au foot que tu vas les mettre ensemble, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est très naïf, en fait, de penser ça. S'imaginer, c'est le fameux poncif de tu mets des grands joueurs ensemble, ils vont bien finir par s'entendre. Bah, oui, mais combien de temps ça va prendre? Ça, si Benzema il arrive, il n'a pas joué depuis 5 ans avec des joueurs qui sont autour de lui, c'est pas en 3 matchs que. Oui, tu vas peut-être avoir. Ça va peut-être aller plus vite, tu vas peut-être pouvoir faire 2 ou 3 1-2, tu vas peut-être pouvoir arriver à trouver intuitivement des déplacements, mais c'est très naïf d'imaginer qu'il suffit de mettre des joueurs très doués techniquement pour qu'ils s'entendent bien. Bon, si je te dis C'est pas que ça la créativité. La créativité, je te le disais tout à l'heure, il faut beaucoup réfléchir pour être spontané. Il faut beaucoup répéter pour être créatif. Allez, nouvel épisode aujourd'hui de Hold the Talk, un nouvel épisode très très spécial, doublement spécial. Je reçois pour la deuxième fois Thibaut Leplat. Thibaut Leplat, écrivain, philosophe, aujourd'hui animateur radio. Non, je déconne, travaille à la radio. Tu viens de signer un petit contrat avec RMC. Tu vas accompagner l'Afterfoot pendant toute la saison, je pense. Donc, félicitations à toi. Euh, Merci beaucoup. Très très content de t'avoir Thibaut donc pour ce deuxième épisode et pour nous accompagner aujourd'hui j'ai Patrick Viola. Patrick c'est un ami à moi qui est directeur adjoint de l'association soccer régionale de Concordia, qui est aussi formateur des entraîneurs, qui a subi avec beaucoup de plaisir une formation avec Jean-Yves Augier en 2003. Donc ça va peut-être vous connecter, vous connecter un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment content de vous avoir tous les trois. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de faire un petit retour sur l'Euro. En 1 heure, ça va être un peu court d'aller en profondeur, mais je voulais vraiment parler plus du vent de fraîcheur de cet Euro, parce que je pense qu'il y a eu un vent de fraîcheur. Et puis revenir un peu sur les Bleus, parler de l'équipe de France. Un troisième point que j'ai prévu, qui était de parler de Bousquet, parce que je me suis régalé à le voir jouer. Et je sais que toi, tu es un fan, Thibaut. Donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a des joueurs comme ça, on en aura plus. Et puis, j'avais une petite question spéciale pour toi à la fin. Donc, si on a le temps, j'aimerais ça revenir sur tout ça. Donc, on va commencer. Thibaut, ça va bien? Ça va, ça va, ça va. Prêt. Ça va bien, ça va bien. Je suis à Ouais. Paris, hein, c'est bien, tout va bien, tout va bien. Bon, on relance le truc. Vent de fraîcheur. Quand je te dis vent de fraîcheur, est-ce que je me trompe quand je parle de 7 euros? Bah, ça dépend à qui on s'adresse, hein. Parce que moi, je trouve qu'au début, c'était plutôt mal parti. Euh, et puis, finalement, on a découvert on a redécouvert des équipes, on a redécouvert des logiques qu'on avait un peu mis de côté suite à la Coupe du Monde 2018, où le football de la transition et le football des blocs bas avaient un peu triomphé à travers l'équipe de France. Et là, avec cet euro, on voit que des réponses ont été apportées à la problématique des équipes très basses. On a vu l'apparition de la défense à 3, on a vu des équipes comme moi j'ai beaucoup aimé par exemple le Danemark, qui au-delà de la question purement événementielle de ce qui s'est passé avec Eriksen, a en plus proposé une idée de jeu très intéressante, largement inspirée du modèle espagnol. Mais une équipe qui, en dépit de qualités individuelles, pas nécessairement immédiatement remarquables, a proposé un jeu collectif et un jeu offensif très ambitieux. C'est la meilleure attaque de l'Euro, le Danemark. On parle d'un pays de 10 millions d'habitants, grand comme la Bourgogne, donc c'est quand même pas mal. Et des révélations comme Damsgaard, comme Melle, et une équipe que j'ai trouvée vraiment rafraîchissante parce qu'on sentait qu'ils étaient contents de faire ce qu'ils faisaient, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Et ils ont emporté avec eux une adhésion quasiment générale, hein. Tout le monde était pour le Danemark. Je suis content que tu commences par eux parce que c'est vraiment. Et je trouve que l'événement avec Eriksen, bon, écoute, ça crée tout ce que ça crée, mais ça va pas leur nuire. Mais ça cache un petit peu le travail antérieur qu'eux ont pu faire. C'est un petit pays, comme tu dis, puis ça a toujours bien joué le Danemark.
Ça, toujours. Les Danois, bon, voilà, quoi. On se Ils souvient. ont eu des grands joueurs, mais ils ont eu des époques. Là, ça fait depuis quelques années où Benages, le directeur de la cantera du Barça, est pris en charge de la formation des jeunes au Danemark. Ça fait plusieurs années qu'on sait que les jeunes Danois jouent très bien. Moi, Puel me l'avait dit il y a quelques années, ça déjà. Donc cette génération-là. Et qui a un projet de jeu très intéressant. Et je pense que ce qui s'est passé avec Eriksen n'est pas... alors évidemment, ce qui s'est passé, personne ne pouvait le prévoir. En revanche, la réponse qui a été apportée, qui est une réponse extrêmement offensive, parce que quand tu perds ton meilleur joueur, le premier réflexe, c'est pas de te mettre à attaquer. Ah, il a mis du lourd. Voilà. Et en fait, il est passé en 3-4-3. Et il s'est il a fait rentrer Damsgaard et il a décidé en fait de répondre à la mort vaincue par de l'insolence, par une vitalité et par une forme de joie collective, d'être ensemble et de jouer au football, quoi. Donc on est revenu à un truc complètement sauvage, essentiel de ce que c'est que le football. En fait, c'est une sorte de victoire très provisoire sur la mort. Est-ce que Donc tu je trouve que en l'occurrence l'événement Eriksen, ils ont été capables de le surmonter précisément parce qu'ils avaient une idée de jeu, parce qu'ils savaient ce qu'ils défendaient. bah, c'est juste, mais en même temps, j'avais l'impression qu'ils étaient encore plus libres. Parce que c'est un football libre qu'ils opèrent. J'ai l'impression que le football offensif qu'ils jouent, ils font une certaine liberté. Il y a pas mal de créativité. Évidemment, le niveau tactique est quand même présent à ce niveau-là. Mais j'avais l'impression que le petit truc en plus à apporter, c'est leur donner encore plus cette liberté de jouer. Moi, c'est le feeling que j'ai eu en la regardant tout le temps. J'ai trouvé cette équipe ultra free, quoi. Ils jouaient, rien à perdre. C'était vraiment. C'est le paradoxe, c'est Celui qui gagne. comme dans la natation, quoi. Il faut travailler beaucoup pour qu'on ait l'impression que ce soit improvisé. Ouais. Tu vois, il faut travailler beaucoup pour qu'on ait l'impression que ce soit fluide, que ce soit simple. Il faut beaucoup réfléchir pour arriver à être spontané. Là, c'est pareil, c'est parce qu'ils ont beaucoup réfléchi, parce qu'ils connaissent leur schéma préférentiel, parce qu'ils connaissent leur idée de jeu, qu'ils n'ont pas peur de jouer en 3-4-3 contre la Belgique et sur la première mi-temps, leur coller une danse, quoi, vraiment. Et après, contre la Russie, ça a été une explosion offensive. Et comme ça à chaque tour, quoi. Et donc ça donne peut-être, hormis peut-être le dernier match où on sentait que bon, c'était dur, ils étaient un peu quand même sur la jante à ce moment-là, mais ça donne un signal très encourageant de ce qui est possible avec peu de moyens finalement, et puis et aussi sur la faculté d'adhésion de ce type d'équipe-là, de ce type de jeu-là. C'est une équipe qui a été aimée énormément. Grave, grave. Moi, j'ai On adoré. sent que ça a été préparé aussi. Là, je rebondis un peu sur le fait de jouer à 3 derrière ou peut-être si je compare avec la France, il y avait un peu d'incertitude où on avait l'impression qu'il y avait un peu d'improvisation, même si ça avait été testé, disons. Euh, je sais pas si c'était préparé, maîtrisé ou Tu je parles me quoi, du rappelle pas. Danemark ou Oui, du Danemark. Le Danemark qui joue à 3 derrière. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Si, parce que le 3-4-3, c'est un modèle typique du Barça. C'est le modèle de jeu de Cruyff euh, qui permet en fait de répondre aux défenses à 5. Parce que tu ajoutes un joueur en milieu de terrain. Là où tout le monde joue en 3-5-2, qui est en fait un 5-3-2, c'est-à-dire une défense avec quasiment un libéro, avec un joueur en défense en plus, des pistons sur les côtés, mais qui se transforment en défenseurs assez rapidement. Le 3-4-3, lui, joue plutôt avec des ailiers et avec trois vrais défenseurs et un joueur supplémentaire que tu mets en attaque. Ce qui te permet de bloquer la défense à 5 avec 3 joueurs où tu mets dans les intervalles, ce qui te permet de chaque joueur en bloc 2. Mhm. Tu mets un entre les deux centraux et un entre le central et le latéral de chaque côté. Ce qui fait qu'avec 3 joueurs, tu en bloques 5. Ce qui te permet ensuite, arrivant avec tes 4 joueurs, d'être en supériorité numérique. Tu valides, coach? Je valide. En fait, mon point, c'était plus sur le fait que quand il passe à 3 derrière, tu sens que c'est maîtrisé, que Oui, voilà, oui, bien c'est sûr. pas Oui, oui. improvisé, quoi. Bien sûr, non, oui, bien sûr, dans ce sens-là, bien sûr, oui, c'est ça, c'est quelque chose qui joue depuis longtemps. Mais il fallait avoir le courage de le faire, parce que c'est Mhm. pas évident quand tu as tout le monde qui joue, tout le monde joue plus ou moins pareil dans cette euro. Ils ont passé la vitesse, quoi. Donc j'ai trouvé très effectivement rafraîchissant. Et avec eux, ils ont emporté une hype qui nous a tous portés jusqu'à la demi-finale. Grave, grave. Est-ce que tu considères comme moi, quand tu les as regardés, que tu les trouvais heureux?
tu les trouvais heureux de jouer? Je les ai trouvés heureux et insolents, donc ça m'a plu. J'aime beaucoup. Ils respectaient pas vraiment leur adversaire. Exactement. Et leur objectif étant, l'avait dit le sélectionneur avant l'Euro, la victoire finale. Et puis l'annonce, hein, parce qu'ils ont un projet de jeu qui est intéressant. Je trouve ça C'est ça le fabuleux. football, c'est ça le jeu. Je trouve ça incroyable. Et puis je vais rebondir sur une citation un bout de citation d'Henri Bergson. Partout où il y a la joie, il y a création. Plus riche est la création, plus grande est la joie. La joie. Et ça, je trouve que ça devrait aussi suivre beaucoup de formateurs, beaucoup d'entraîneurs. Des fois, on est ultra sérieux, mais c'est dur, hein, c'est un challenge, comme je te disais la première fois qu'on s'est rencontrés. Il y a beaucoup de moments où tu veux tellement bien faire qu'on oublie certaines. C'est dur de rester sur sa philosophie, en fait, puisqu'il y a tellement de choses qui peuvent venir te challenger à pas la En respecter. fait, pourquoi il dit ça, Bergs? Il dit ça parce qu'en fait, il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a un critère qui permet de savoir que tu progresses? Est-ce qu'il y a un critère qui te permet de dire euh, euh, je suis libre, je me développe? Il cherche et il en arrive, il dit il y a un signe qui nous est donné par la nature elle-même, qui est la joie. Et il dit la joie, pas le plaisir. Il distingue le plaisir de la joie parce qu'il considère que le plaisir est lié au besoin, il est à la satisfaction des besoins et tu peux faire plaisir à quelque chose qui ne te fait pas grandir du tout. En revanche, la joie, elle, est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une joie qui est naturelle, quelque chose de naturel, mais qui tient à des choses qui sont de l'ordre de l'augmentation de soi, comme il dit, c'est-à-dire le fait de grandir, le fait, il donne plusieurs exemples dans ce même texte, il parle de la mère qui est joyeuse pour son enfant parce qu'elle lui a donné la vie, elle parle de l'entrepreneur qui a créé une société et qui est heureux, qui ressent de la joie de voir son entreprise qui marche. Et il dit dans le même texte-là, donc le signe que nous a donné la nature, c'est cette joie, une joie qui n'est pas une joie sociale, qui n'est pas un plaisir social, qui n'est pas quelque chose que tu revendiques, mais qui est quelque chose comme une joie intérieure qui est provoquée par le fait de donner vie à quelque chose. Et c'est ce critère-là, en fait, c'est que dès lors que tu donnes vie à quelque chose d'autonome qui semble vivre sans toi et qui vient de toi, c'est de là dont vient la joie. Et c'est ce qu'il appelle l'augmentation de soi-même, c'est-à-dire que tu t'es augmenté dans quelque chose d'autre. Et effectivement, ce que tu dis sur les Danois, c'est ça, on a le sentiment qu'eux-mêmes se sont augmentés dans ce style de jeu, se sont augmentés dans cette équipe. Et ce qu'ils ont ressenti précisément, ce n'était pas du plaisir, c'était de la joie. Oui. Ouais, je suis content, mais j'étais sûr que tu allais jumper là-dessus comme un Bergson. Là, tu as retrouvé son œil de philosophe là, qui repartait. Si on parle de philosophie, moi je suis en train en t'écoutant, je pensais à l'Italie et j'ai vu des moments de joie au moment du toss avant les pénaltys ou quoi, euh, où je vois deux types de joueurs qui sont dans des énergies complètement différentes. Puis après, je pense à la France aussi, où je me dis, est-ce qu'on n'a pas essayé d'être créatif, mais où était la joie finalement? Donc, je repense à des images comme justement avant les prolongations, des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pat, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais on va revenir sur les Bleus dans comme 5-10 minutes. Je voulais finir mon dernier carré et puis le vent de fraîcheur sur lequel qu'on a commencé. Parce que, et j'oublie pas, tu me le rappelles, Pat, la question sur les Bleus et la créativité. C'est important. C'est vraiment important pour moi. Parce qu'on s'est retrouvés dans un moment P1 intense, j'ai trouvé, avec l'équipe de France. Mais ça, je voulais en parler avec toi, Thibaut. On va revenir là-dessus dans comme 5-10 minutes, mais finir avec ce vent de fraîcheur-là. On a parlé du Danemark. C'était quand même magnifique. On a pris un pied énorme. Après, tu regardes les 4 dernières équipes qui restent dans cet euro. C'était pas mal. C'était quand même un beau dernier carré. Je veux dire, tu as l'Angleterre. Bon, disons que c'est peut-être l'équipe qui m'a le moins excité collectivement. Je pense des cas. Je suis un peu déçu pour l'Espagne. Je pense que L'Espagne était la meilleure équipe de l'Europe. l'Espagne est la plus forte. Statistiquement, je t'écoutais. Tu as écouté, Hier, c'est énorme les chiffres que tu donnais. Toutes les stats qui montrent, qui démontrent leurs intentions, en fait, clairement. le nombre de frappes cadrées, le nombre d'expected goals, le pressing notamment, c'est l'équipe qui a subi dont le pressing a été le plus efficace. Une ribambelle comme ça de chiffres. Et généralement, le numéro 2 arrive le Danemark, Ouais, notamment enfin, sur les statistiques offensives. ouais. Et donc,
Oui, c'est une équipe qui a mis un petit peu de temps au début, mais qui, en fait, la demi-finale est assez fidèle en fait, au rendu. C'est-à-dire qu'elle a marché sur l'Italie, très clairement. Même si le résultat ne lui a pas été favorable, en termes de niveau de jeu et en termes de performance pure, c'est clairement la meilleure équipe de cette compétition, Est-ce que sans, tu sans, es vraiment, d'accord? sans rival, hein. Il n'y a pas de rival Non, véritablement. vraiment, vraiment pas. Vraiment, tu as encore une identidad. Léger manque d'efficacité, alors que tu regardes les expected goals, tu te rends compte que les Italiens, ils ont surperformé. Ah, les Euh, Italiens, ils jouent. ils jouent très bien, mais ils ont surperformé. Ils ont eu très peu d'occasions. Ils en ont eu Juste 5 4 matchs comme Paris a fait contre le dans la Bayern, finale, hein. 4 frappes et il marque 3 buts. Genre, Voilà. genre, C'est truc. c'est pas du tout une critique, c'est simplement de constater que sur la régularité de la compétition, et les datas, elles sont intéressantes uniquement sur du temps long, parce que sur un match, c'est difficile de se prononcer. En revanche, sur une tendance sur toute une compétition, éventuellement une saison, sur cette compétition, l'Espagne est au-dessus, quoi. Est Et au-dessus de j'étais tout le monde. content que tu mentionnes, quand tu parlais de l'Espagne hier sur RMC, ou avant-hier, un point très important dont on ne parle pas assez, je pense, c'est l'impact du coach, l'impact de l'entraîneur d'équipe d'Espagne. Et si on connaît son histoire, ce gars-là, il a perdu sa fille, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Ouais, l'année dernière. Et le mec, il revient comme un Fille de 12 ans, hein, avec 12 ans, d'une leucémie. Enfin, putain de guerrier. Et je pense qu'il a insufflé, il a su insuffler de son histoire où les joueurs, c'est un type qui était déjà comme ça, hein, au départ, qui a toujours ouais, été, même comme joueur, il a de toujours Luis été, Enrique, ça a toujours été un teigneux, quoi. Ça a toujours été un teigneux. C'est un mec qui fait du triathlon, c'est un fou furieux de la performance, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est un compétiteur. Donc, la mort de sa fille, évidemment, je ne peux même pas imaginer ce qu'on va ressentir. C'est quelque chose d'atroce. Et il en est ressorti avec encore plus de rage, mais en même temps avec une forme de plus de tranquillité à l'égard des critiques. Parce que ce type de personnalité suscite beaucoup de controverses. Et je me souviens d'une conférence de presse avant l'Euro où il le dit, en fait. Il dit, bon, moi, l'Euro, bon, si on peut le gagner, c'est bien. Sinon, j'ai vécu des trucs plus durs que ça, donc je vais m'en remettre, quoi. En relativisant complètement lui permet de relativiser Il tout le ça. dit très clairement, en fait, en disant, je vais pas me mettre... voilà, on fait ce qu'on peut, on va... Et, et en plus, il a fait appel à beaucoup de jeunes. Il s'est basé sur la génération du 21 qui avait gagné l'Euro. On va chercher Olmo. Voilà, Olmo. Daniel Olmo, il est allé chercher des types qui jusqu'à présent avaient été. Alors il faut se rappeler qu'ils mettent quand même 6-0 à l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 mois, c'est quoi, il y a 3 mois de ça. Et donc il va chercher une génération qui a déjà gagné, qui se connaît bien, et il met de côté la génération des Isco, des même Thiago Alcantara, qui est un peu mis sur le côté. Il va chercher Fabian Ruiz, les Dani Olmo, Saúl Ñíguez et cette génération-là, et il arrive à leur insuffler pendant la compétition ce caractère, ce qui était quelque chose qui manquait vraiment jusqu'à présent à l'équipe d'Espagne, c'est qu'elle jouait toujours de cette manière-là, mais elle avait tendance à ronronner beaucoup et à douter parfois dans les moments de difficulté. Avec Luis Enrique, cette équipe savait à quoi elle jouait, et elle a su parfaitement déjouer tous les pièges qui se présentaient à elle, et assumer complètement son style de jeu. Et c'est avec, je te dis, on a l'impression que les Espagnols n'ont jamais tiré au but. Et en fait, sur toute la compétition, ce sont ceux qui ont le plus tiré au but et qui ont plus frappé, cadré de frappe, en réalité. Et la sensation qu'ils transmettent était un peu paradoxale. Et en fait, c'est l'équipe la plus offensive et l'équipe qui a été la plus efficace, l'équipe d'Espagne. Euh, et on a vu donc une équipe qui a mûri d'un coup. Et moi j'ai découvert un Dani Olmo que j'avais jamais vu à ce niveau. Le milieu Olmo, Busquets comment il s'appelle, Pedri. et Pedri, 19 ans, l'un 19 ans, l'autre 21 ans, l'autre 32 ans. C'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis le Barça de Guardiola, quoi. Je n'avais pas vu ce niveau de jeu, en fait. C'était Pedri sur la demi-finale, il fait 100% de passes réussies. Il Je a pense qu'il en 19 a ans. raté une. Mais non, mais en fait, je crois qu'il y en a une qui a pas. J'ai regardé quand j'ai revu le match. Il y en a une, effectivement, qui est une passe offensive qui finit qui est contrée, mais je crois qu'en réalité,
il est, à ce moment-là, il est un peu déséquilibré et du coup, elle n'a pas dû être comptée Ah, comme une d'accord. passe ratée. Mais effectivement, je me suis fait la réflexion, je me dis, c'est pas possible, 100%, Ouais. c'est pas possible. Et effectivement, Laisse passer. il a raté aucune passe, en fait. Et il lui fait quasi, bon, la moitié, c'est des passes vers l'avant, quoi. Donc, c'est à 19 ans. Excellent. Mm. Et il a joué tous les matchs en entier, quoi. Puis il n'a pas joué beaucoup, il a joué beaucoup cette année, mais c'est pas comme s'il avait joué tous les matchs non plus cette saison en Liga ou en Champions League. Bah, il a joué beaucoup en deuxième partie de saison. Euh, et, euh, mais on a vu des jeunes joueurs qui se comportent quasiment comme des vétérans. Donc ça, c'est toujours très impressionnant. Après, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Mais quelqu'un comme Luis Enrique, ce que je trouve intéressant, c'est il a transmis vraiment sa personnalité à son groupe. Ça, Est-ce qu'on peut c'est dire vraiment qu'il y fondamental. avait un peu plus de la grinta, plus de grinta sud-américaine dans cette équipe espagnole? Non, c'est pas de la grinta, c'est une conviction profonde à l'égard de ce que tu vas faire, c'est-à-dire une croyance très profonde dans la légitimité et dans l'efficacité de ce que tu vas faire. Euh, donc c'est pas du jeu avec le règlement. Ils n'ont pas fait plus de fautes, ils ont pas fait. C'est simplement la capacité d'accélérer, une capacité à provoquer, à éventuellement parfois jouer des 1 contre 1. Mhm. Regarde le but de Morata contre l'Italie. Il Magnifique. part balle au pied, il fait un 1-2 avec Dani Olmo dans l'axe. C'est pas du tout le style de jeu attendu d'Espagne. Ça, c'est plutôt un but de pénétration, Mm. du duel. Et il part à grandes enjambées et ça se passe à 2000 à l'heure et ça fonctionne. Et c'est un jeu beaucoup plus agressif qu'un jeu de possession. J'ai Il l'impression que travaille les le temps jeunes fort. aussi, excuse-moi de te couper, j'ai l'impression que les jeunes aussi sont beaucoup mieux préparés qu'avant. Ils sont plus pros qu'avant. C'est pareil, justement. C'est super, c'est super Je ça. sais pas. Je Je sais sais pas. pas, j'ai l'impression qu'ils ont une maturité, qu'ils sont mieux formés tout simplement, Je quoi. sais pas parce que tu veux dire les jeunes espagnols ou les jeunes en général? Bah, ces jeunes-là, quoi, mais j'ai un peu cette Disons qu'ils sont, impression de manière générale, mais ils sont préparés au jeu collectif, à attaquer à attaquer collectivement. Ils sont préparés à s'affronter à des blocs bas et être capables de faire bouger les équipes en face. Ils paniquent pas en fait, dans ce genre de situation. Est-ce Ça, qu'on ça peut dire, les... est-ce qu'on peut dire que Enrique choisit des joueurs qui peuvent fonctionner dans son environnement? Oui, parce que je pense il y a bah, par exemple aucun joueur du Real Madrid. Il y a pas Sergio Ramos, De Gea est sur le banc, Isco n'a pas été appelé, Asensio non plus. Euh, Marcos Llorente est objectivement meilleur joueur que Azpilicueta, mais dans cette équipe, Azpilicueta semblait fonctionner mieux, plus raccord avec les autres. Donc il s'est plutôt, sur le deuxième match, penché sur Azpilicueta. Donc je pense qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Et pour l'anecdote, dans sa formation, Luis Enrique, il a suivi sa formation de coach en même temps que celle de Guardiola en 2006. Et à la fin du stage, enfin à la fin du diplôme, ils ont fini numéro 1. Ils ont fini numéro 1 Guardiola, numéro 2 Luis Enrique. C'était vraiment, et très loin devant les autres en fait. C'était les deux cracks quoi, Dans la l'Australie. promotion. Donc c'est des mecs qui sont très proches dans leur style de jeu, tous les deux formés par Cruyff. Plus Guardiola que Luis Enrique, mais Luis Enrique y ajoute un côté très espagnol en fait. Le côté Furia, il l'a un peu conservé en fait. Il a mis de sa personnalité quand même, pas mal, comme tu Oui, disais. énormément, Tu le énormément. sens, Il tu est le sens. beaucoup moins spéculatif que Guardiola, par exemple. Ouais, ouais, c'est vrai. Beaucoup plus Est-ce que, simple. Ses causeries sont beaucoup plus simples que celles de Guardiola. ben, moi j'aime bien en tant que coach personnellement, je préfère les messages les plus simples, quoi. Plus direct. Des fois, les longs speeches, tu peux les perdre. C'est marrant d'en parler un petit peu hier, Patrick. Tu peux perdre un petit peu tes athlètes. Et l'Angleterre, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant chez eux ou Alors, pas? j'ai trouvé intéressant qu'ils jouent à domicile, qu'ils étaient dans une espèce de mystique nationale sur football coming home. Voilà, après, c'est difficile, l'équipe d'Angleterre. J'ai trouvé qu'elle essayait de faire de la France 2018, donc c'était pas tellement ma tasse de thé, quoi. J'aurais aimé voir Rashford, j'aurais aimé voir Jadon Sancho, j'aurais aimé voir, comment il s'appelle, au milieu, là. Grealish. Ouais, Grealish, tu vois,
Donc, je reste un peu sur ma faim avec l'Angleterre, quoi. Voilà, je trouve pas que ce soit une très très bonne équipe. Par contre, ils ont des super individualités, enfin, surtout offensives. Et voilà, après, c'est pas une équipe qui suscite l'adhésion, quoi. Non, non, non. Et si je te dis, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Espagne, on a fait un peu l'Italie, on a commencé par le Danemark. Et si je te dis que mon meilleur joueur du tournoi, bon, Pedri évidemment est pas loin, j'ai fait un tweet là-dessus d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Je te disais, hier vous ne l'avez pas nommé ce joueur par rapport au meilleur joueur du tournoi. Et moi je pense que c'est Verratti. Et le tweet que j'envoyais, c'était et si, d'ailleurs j'avais mis Daniel Riolo là-dessus, je disais, parce que je sais qu'il lui casse les jambes tout le temps, mais il doit bien l'aimer quelque part. Il doit bien l'aimer quelque part. Ouais, c'est un peu son Billie Jean à lui, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et si cet euro transformait Verratti en sportif de haut niveau? Ah, non. Tu crois pas, toi? Non, je crois pas. Je crois pas. Sincèrement, je suis pas du tout forcément d'accord avec Daniel sur son obsession sur Verratti, même s'il y a un certain nombre de choses qu'il dit qui ne nous semblent pas complètement idiotes. Euh, Verratti, en Espagne, il n'est pas titulaire. En équipe d'Espagne, il n'est pas titulaire. Ok. Et d'ailleurs, quand ils ont joué contre l'Espagne, les Espagnols, ils n'ont pas touché un ballon, les milieux italiens. Les Verratti, Jorginho et troisième, c'était Berardi peut-être? Non, c'est pas ce match-là. peut-être Euh, Berardi, je ne me souviens plus. ça va nous. Bref, ils ne touchent pas un ballon quoi, contre l'équipe d'Espagne face à Pedri, etc. Mais parce que Verratti, il a une caractéristique, c'est qu'il aime beaucoup le ballon et il a tendance, dès qu'il est un peu déconcentré, à ralentir le jeu. Alors, c'est son jeu, ce qui permet. C'est pas véritablement qu'il ralentit, mais que lui, il garantit la possession du ballon pour son équipe. Il a une excellente conservation de balle, ce qui permet à son équipe de remonter, mais qui a tendance à ralentir la transmission du ballon. C'est pour ça que moi, je trouvais que Locatelli était plus intéressant sur ces matchs, dans cette optique-là, parce qu'il va beaucoup plus vite dans ses transmissions, c'est plus fluide. Il y a moins de conservation de balle, c'est moins l'assurance tout risque que Verratti. En revanche, offensivement, c'est un apport que je trouve plus intéressant. Et c'est vrai que Verratti, il est extraordinaire balle au pied, parce que c'est un joueur qui pue le foot, quoi. Ça se voit tout de suite. Mais je trouve que offensivement, il a une énorme marge de progression et il se contente d'un 8 sur 10 alors qu'il peut faire du 9, voire du 10 sur 10. S'il était un peu plus... Tu vois, c'est ni un Busquets. Tant Busquets, on ne va pas attendre de lui qu'il attaque, quoi, parce qu'il fait tellement bien ce qu'il sait faire qu'on n'attend pas vraiment de lui. Verratti, il ne joue pas exactement le même poste, il joue demi. Et le poste de demi, il était obligé, c'est plus Pedri, son concurrent direct. Pedri, tu sens qu'il est un peu plus agressif balle au pied. Qu'il est capable dans les phases offensives d'être plus agressif, de jouer en 1-2, de jouer à 1-2 en remise, d'accélérer la circulation du ballon. Verratti, il est un peu entre deux en fait. C'est ni un Pirlo, ni un Dani Olmo. C'est entre les deux. Ce qui fait qu'il est remarquable en phase défensive, c'est-à-dire quand tu récupères le ballon dans ton camp, il est très très fort, quasiment imprenable, tu ne peux pas lui prendre le ballon. Par contre, dès que tu arrives dans le camp adverse, dans le dernier tiers, Ça devient dur. Compliqué. Ouais. Ça serait qui alors? Alors qu'avec les capacités techniques qu'il a, Ouais. il pourrait parfaitement prendre des frappes très bien placées, il pourrait se faire il marque très peu de buts. Il marque très peu de buts. Il ne frappe même pas, quoi. Il frappe même pas, donc c'est dommage, quoi. Ce qui fait que, et je trouve pas que sur ce plan-là, il ait beaucoup progressé depuis son arrivée à Paris. Et ça serait quoi, toi? Ça serait qui ton top Meilleur joueur joueur du tournoi moi, je pense que Dani Olmo, il m'a scotché, quoi. Olmo. Je dirais la même chose. Ouais, hein. Grosse découverte pour moi, là. Je ne connaissais pas trop. Impressionnant, quoi. En plus, il sort un peu de nulle part. Il joue à Leipzig, enfin, il sort de nulle part, il joue avec des champions quand même, mais c'est pas la grosse star de l'équipe, quoi, Dani Olmo au départ. Et il est décisif sur tous les matchs. Alors, il rate son péno sur le dernier match. Mais sinon, il est. J'ai trouvé en fait que Olmo, la prolongation n'est pas à l'image de son euro en fait. J'ai l'impression que là, il s'effondre un peu. Il est moins bien. Peut-être qu'il était cramé aussi. Hein. Cramé. Il joue autant que ça.
Ouais. Puis il y a ce J'aurais dit poste-là Pedri, qui. moi, chez les Espagnols. J'ai trouvé et ouais, Busquets, mais j'ai trouvé Pedri. Ouais, Pedri. C'est difficile de retirer un joueur. Pedri pour les stats. Ouais, Pedri pour pour les le stats, pour la Busquets à 100%. projection. Ouais, c'est un truc qui a l'Iniesta, quoi, sans aucun doute. Mais Olmo, il a ce côté un peu aussi créatif, flamboyant, où il va y avoir un peu plus d'improvisation. Où C'est tu, pour ça que ça ne ronronne pas. C'est grâce à Dani Olmo. Parce que c'est celui qui va être ouais. capable d'aller balle au pied. Tu Peut-être vois, ce en qui fait. change justement dans cette équipe d'Espagne. Un gars qui va improviser un peu plus et tout, mais qui respecte quand même les principes du groupe, quoi. Alors, ça serait qui? Puis là, on va passer au volet bleu. On vient d'enchaîner sur Dani Olmo, créateur, un joueur, un milieu de terrain incroyable. Ça serait qui Dani Olmo de l'équipe de France pour nous sauver un petit peu? Parce que je trouve qu'en termes de créativité, je ne sais pas, mais au milieu de terrain, on fait un peu dur. Alors, le spécialiste que tu es, c'est que serait qui ton Dani Olmo chez les Bleus? Pas aujourd'hui, hein. Il était peut-être pas là à l'Euro. Hein. Je sais pas. On a eu un joueur comme ça qui était Yorkaev, Ah qui ouais. ressemblait un peu à ce type de joueur-là. Alors là, le Snake. Ouais. Moi, j'adorais Snake. Ah ben j'adore. C'est un peu le même style. Je le dis, tu vois, en parlant, je n'avais pas fait la relation, mais là, oui, je vois très bien. Le Djorkaeff, c'était ce type de joueur-là. On ne sait pas trop quel était son poste, mais tu savais que dans les 30 derniers mètres, voilà, ça faisait mal et qu'il pouvait gagner un match tout seul. Quoi. Soit à Paris ou en équipe de France, il était surtout à Paris et à Monaco. Mhm. Surtout à Paris, son année à Paris, c'est Incroyable. Elle était en un joueur extraordinaire. Quoi. Donc, on en a eu, ouais, Djorkaeff, et puis dans les actuels. Ousmane? Non, Dembélé, le problème, c'est qu'il est. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un peu unidirectionnel. Voilà. J'ose pas dire que c'est un tout droit parce que ce serait manquer un peu de respect, Non, il est beaucoup moins tout droit que certains. Je pense que je trouve que Barça, on l'a vu il a évoluer. progressé. Ouais, il a progressé à Barcelone, mais je Il y a trouve encore plus il reste encore. il y a du déchet encore. Ouais, il y a du déchet. Il a tellement confiance en ses possibilités techniques qu'il pense qu'elles vont résoudre tous les problèmes sur le terrain. Mhm. Et du coup, le jeu collectif pour lui est toujours un peu secondaire, quoi. Ouais. Et du coup, ça fait que il n'est jamais véritablement soluble dans le collectif. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, je vois ce que tu veux C'est pas dire. Ouais. quelqu'un qui bonifie les joueurs à côté de lui. Je suis d'accord. Donc, quand Tu tu vas vois. passer ce cap-là, et peut-être que le Barça va lui faire du bien à long terme, ça va être Il y intéressant a eu quand même. certains matchs où il était très intéressant. En jouant en remise, quasiment il driblait pas. Il faisait à peine des contrôles. Il jouait en remise, il jouait dans les espaces. S'il est comme ça, c'est un joueur très intéressant. Mais sinon, Aujourd'hui, chez nous, bah, peut-être Benzema un peu quand même, mais même si c'est pas du tout le même joueur que Dani Olmo, mais c'est un peu le déclencheur Ou de- Coman, peut-être. Ouais, moi j'ai adoré, en fait, l'équipe de France, j'ai adoré les 20 minutes contre la Suisse. C'était extraordinaire. Quand Avec Coman est rentré. l'entrée de Coman, Ouais. qui est Moi aussi. incroyable. Mais parce qu'il bonifie tout le monde. Mm. Et il y a eu 20 minutes folles. C'était. Et je pense que c'est justement parce que ces 20 minutes étaient folles que les joueurs après sont arrêtés. Parce qu'ils se sont dit, oula, on joue tellement bien, c'est même pas la peine trop qu'on se force, c'est bon, ils se sont arrêtés tout seuls en fait. Après le but de Pogba, ils se sont arrêtés. Mm. Ils se sont regardés, ils se sont vus un peu trop forts. il joue plus. Il joue plus. Et ils ont arrêté de jouer en fait. Paradoxalement, tu vois, leur super performance les a inhibés en fait pour la fin du match. On Et, revient sur la question, pardon? on va revenir sur la question de Patrick par rapport au bleu. Sur la créativité Ouais. Ouais. Bah, versus la joie. Vas-y. le problème de la créativité, c'est que la créativité, c'est pas de la magie, quoi. C'est pas quelque chose qui. Tu vas pas mettre des mecs c'est pas parce qu'ils jouent bien au foot que tu vas les mettre ensemble, il va se passer quelque chose. Enfin, c'est très naïf en fait de penser ça. S'imaginer, c'est le fameux poncif de tu mets des grands joueurs ensemble, ils vont bien finir par s'entendre. Bah, oui, mais combien de temps ça va prendre? Si Benzema il arrive, il n'a pas joué depuis 5 ans avec des joueurs qui sont autour de lui, c'est pas en 3 matchs que. Oui, tu vas peut-être avoir. Ça va peut-être aller plus vite, tu vas peut-être pouvoir faire 2 ou 3 1-2, tu vas peut-être pouvoir arriver à trouver intuitivement des déplacements, mais c'est très naïf d'imaginer qu'il suffit de mettre des joueurs
très doués techniquement pour qu'ils s'entendent bien. Bon, si je te dis que… pas ça la créativité. La créativité, je te le disais tout à l'heure, il faut beaucoup réfléchir pour être spontané. Il faut beaucoup répéter pour être créatif. Grave. Mais si je te dis que Deschamps pense comme toi, ce que tu dis là, il le sait. OK? Je pense qu'il a une notion de collectif, une notion de construction de collectif. Il a une notion du collectif qui est exclusivement défensive. Pour lui, quand même, il a une notion du collectif par rapport à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'un joueur et les connexions qu'il a avec d'autres partenaires, ça se crée, ça prend du temps. Même s'il pense défense, il comprend quand même un petit peu l'attaque. Il n'est pas complètement. C'est sélectionneur de l'équipe de France, ce mec-là. Donc, si tu mets un Benzema, c'est que quelque part, je passe toutes les histoires qu'il y a eu, que quelque part, tu prends un petit. Ici, on dit un petit gamble, un petit pari, quoi. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est le moment de faire ce type de pari? Est-ce que tu as face à toi des joueurs qui sont capables d'accueillir dans le jeu ce type de joueurs? Et est-ce que il suffit d'ajouter un joueur pour tout à coup se mettre à bien attaquer? Enfin, c'est très très naïf. Moi, je trouve ça. Mais c'est Deschamps, hein, qui le dit. Moi, je me dis, mais attendez, on n'est pas dans les années 70 là. Tous les entraîneurs offensifs, c'est ce qui travaille. L'attaque, c'est ce qui travaille le plus, c'est ce qui est le plus difficile à travailler. C'est pas du tout. Il suffit pas de mettre une bonne défense et puis des mecs devant qui vont se faire des passes. Or, c'est ça le discours en tout cas, le discours qui nous a servi, c'est ça, c'est de dire ah bah oui, de toute façon, puis tout le monde, voilà, tout le monde s'est rempli la gorge de ça. Oui, bah de toute façon, les grands joueurs, ça s'entend toujours. Alors, c'est une maxime comme ça qui se repose sur aucune démonstration, tu vois, aucun fait, rien. C'est juste on dit ça en l'air et puis des gens l'attrapent. On dit bah voilà, les grands joueurs, comme ça évite à tout le monde de réfléchir. En l'occurrence, moi je trouve ça très très naïf et jamais tu verras une grande équipe improviser une attaque comme ça parce que finalement, soit tu t'en fous, parce que c'est le cahier de tes soucis, l'attaque, soit parce que tu as une vision très naïve de ce que c'est qu'une attaque collective. Et c'est Desnoix qui disait ça, qui disait qu'on a tendance en France à considérer le collectif uniquement par le filtre défensif, par le seul fait. Pour nous, l'équipe, c'est la défense. Mais l'équipe, c'est aussi l'attaque. C'est pas juste la défense. C'est pas juste le collectif, c'est pas juste défendre. Le collectif, c'est aussi attaquer collectivement. Et ça se travaille. Et c'est pas parce que tu vas faire des centres frappes et des oppositions à l'entraînement que tu vas créer de l'harmonie collective. Rien. Tu sais. Donc moi, je trouve ça très naïf et on le voit bien. Benzema, au début des matchs, il essaye un peu, puis finalement, il se marche un peu dessus avec Mbappé. Donc du coup, il reste au milieu et puis il attendait que le ballon arrive et éventuellement que Griezmann fasse un peu le lien. Mais on a perdu une occasion d'avoir des animations offensives vraiment intéressantes. Mais bon, c'est assez fidèle à ce qu'est l'idéologie de Deschamps et de ce qu'est l'idéologie de la DTN. C'est-à-dire que le talent est un problème. Alors là, la réflexion là-dessus, quand même, parce qu'on a quand même tiré à boulet. J'étais vraiment surpris de voir comment l'équipe de France s'est fait descendre. Ils sont quand même champions du monde. Je ne dis pas que ça mérite le respect, mais quand même. Mais moi, ma réflexion, c'est est-ce que personne ne pense, c'est plus ce que je pense moi, que cet échec-là peut nous servir dans 2 ans? Moi, je pense que ça va les vexer. Peut-être que ça peut les piquer un peu. Mais ça ne transformera pas le collectif. Et non, ça ne transforme pas un collectif comme ça. Hein. Là, il va y avoir quand même du temps. Si Benzema reste et que il va quand même y avoir un peu de temps. Et puis, Oui, mais je pense que il va faire beaucoup d'essais, il va noyer un peu le poisson, quoi. Parce qu'en plus, ils vont en avoir marre de se retrouver tous ensemble, donc il va changer un peu, il va mettre un peu de sang neuf. Non. Et puis après, tu sais pas les blessures, les saisons qui vont arriver, le Real qui va un peu s'effondrer l'année prochaine. Griezmann qui repart à l'Atlético, tu sais pas tout ce qui peut se passer. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse tout à coup se révéler être un entraîneur ultra offensif. C'est du gadget, en fait. C'est du gadget. C'est pas comme ça. C'est ce qui est le plus difficile en football. Moi, j'ai quand même vu, bah, après, tu vas me dire, Puel, c'est pas un entraîneur défensif. Et puis, Puel, le football qu'il a produit à Nice, par exemple, à l'époque, c'est magnifique. C'était pas mal. Mais je n'avais pas vu ce football-là de lui avant, puis je n'ai pas vu ce football-là à Saint-Etienne non plus.
Non, mais Mais c'est quand même un gars qui pense offensif. c'est un gars qui pense qualité technique. Mhm. Il y a pas Puel n'est pas un théoricien, c'est pas un idéologue. C'est à mon avis la raison pour laquelle parfois dans ces équipes, il y a quelque chose qui devrait arriver et qui n'arrive pas. C'est-à-dire qu'offensivement, parfois, elles ont assez peu de ressources, en fait. Elles font un peu, je n'ose pas dire toujours la même chose, mais elles n'ont pas véritablement de modèle de jeu. Elles ont une ambition, elles ont une certaine manière de faire. On les reconnaît, les équipes de Puel. Mais disons qu'on n'est pas encore sur du Guardiola ou du Lio ou du Sampaoli, où tu sens que les mecs ont vraiment travaillé les dernières phases d'attaque. Puel, il est très fort sur les qualités techniques des joueurs et sur le développement individuel des joueurs. C'est quelqu'un qui est capable véritablement de développer, de sortir des joueurs, de voir des qualités que les joueurs n'imaginaient même pas qu'ils avaient. Là-dessus, c'est un des meilleurs, sans aucun doute. Après, collectivement, je trouve qu'offensivement en particulier, il n'est pas au niveau des autres, mais en France, il est pour moi voilà, l'un des plus intéressants parce qu'il ne renonce pas en fait à cette idée-là. Alors après, avec plus ou moins de succès, ça dépend. Euh, mais Puel, il ne te ferait pas un truc comme ça. Il te ferait pas débarquer un Benzema derrière les fagots. Non, Puel, il aurait gardé Benzema contre vent et marée. Il s'en fiche complètement de ce que pensent les autres. Il construit son équipe et c'est son seul souci à lui, c'est la progression de ses joueurs. Pas du tout un type. C'est ce qui le rend parfois un personnage un peu antipathique aussi avec la presse ou avec les Mhm. présidents, parce on dit qu'il est buté, mais parce que c'est un type qui renonce jamais en fait. Puel, il renonce jamais. Donc Deschamps, il est beaucoup plus politique, il est beaucoup plus rond, tout à coup, tu as l'histoire de Benzema qui sort de. Enfin, invraisemblable. C'est des paris qui sont. Est-ce que c'est le moment de faire des paris? Enfin, la liste, elle est construite sans queue ni tête, en fait. Pourquoi Léo Dubois est là? Tu joues en 3-5-2, tu as un problème à droite, tu mets pas le. L'anglais. Et l'anglais, qui fait une saison catastrophique à Barcelone, Mhm. qui vient, et Laporte, qui va avec l'Espagne, qui se retrouve en demi-finale, et qui fait un euro de feu. J'ai vu ça, ouais. C'est Mais pas très logique. Après, Deschamps, il a quand même ce caractère et un peu toujours cette envie de rebondir. S'il est resté, c'est aussi peut-être parce qu'il a une certaine fierté, il veut prouver. D'après moi, il va quand même un peu apprendre de ses erreurs parce que au final, s'ils tiennent pas le score, s'ils tiennent le score, pardon, qu'est-ce qu'on dit? Tu sais, s'ils tiennent le 3-1, qu'est-ce qu'on dit? Alors, il y a toujours place à la critique, hein, mais Tu as vu 20 Qu'est-ce minutes qu'on de dit, jeu pareil. qu'est-ce qu'on dit si jamais le penalty croate, il n'est pas sifflé en finale de Coupe du Monde? ouais, Tu sais, le problème, c'est que il faut accepter que le football, c'est un jeu de contingence où il y a plein de choses qui se passent avec le hasard, mais qui sont passées. Et si elles sont passées, quand on veut essayer de faire un peu de rétrospective, revenir un peu en arrière, il faut accepter qu'elles se soient passées comme ça. Et si on accepte qu'elles se soient passées comme ça, il faut admettre que le 3-1, à mon sens, pourquoi les Suisses remontent? Parce que dans le match d'avant, les Espagnols et les Croates font exactement la même configuration et les Croates reviennent. Ou c'est les Espagnols qui reviennent. Non, c'est les Espagnols qui mènent 3-1 et les Croates reviennent exactement pareil dans les 10 dernières minutes. Ils ont certainement vu ça juste avant de jouer. Ça a son importance. Ensuite, que l'équipe de France se fait promener pendant une mi-temps, mhm. quasiment 40 minutes, se fait promener. Donc les Suisses le savent aussi, ça, qui sont capables de faire ça. Enfin, les Bleus se sont arrêtés de jouer au moment du but de Pogba. Ouais, j'ai discuté de Arrêtés. ça avec Claude Fauquet. Il y a des situations où les mecs en première mi-temps, tu regardes les images, ils se regardent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Non, mais attends, on parle de mecs qui jouent dans les plus grands clubs du monde, là. Et on Ils parle d'un regardent. huitième de finale d'Euro. Je te Ils parlais ne de savent pas quoi Pérou. faire parce que Deschamps leur demande de repasser à 4. Ils n'entendent pas. Donc il y en a un bout qui l'entend, l'autre qui ne l'entend pas. Et il suffit, tu vois, de ces 4-5 secondes-là, Eh les bien, mecs se regardent parce qu'ils ne savent pas en fait ce qu'il faut faire. ok. C'est pour ça Après, que c'est l'incertitude qui a généré en fait une situation comme ça de perte de contrôle du match. mhm. Mais c'est vrai que, bon, avec des si, en revenant en arrière, on pourrait refaire le monde, là, mais, euh, selon moi, bon, il y a l'erreur de la première mi-temps. Après, on repart sur des choses qui sont plus maîtrisées, etc. Et puis, ça aboutit quand même parce qu'on passe devant et puis on a 2 buts d'avance. Et finalement, les principes numéro 1 de Deschamps, c'est bien défendre.
on, on se fait un peu endormir et puis on en prend deux. Mais c'est pour ça que je dis, moi j'ai quand même l'impression que première mi-temps catastrophique, on revient sur ce qu'on sait faire un peu, ça va mieux. Alors il y a toujours le problème du latéral gauche, etc. Mais ce qu'on est censé savoir faire et ce qu'on avait quand même pas trop mal fait, on a bien défendre, on l'a mal fait. Et derrière, Et la défense, c'est un problème récurrent dans tout cet euro. Hein. ouais. Ça date Mais pas de si, ce mais si match. tu gagnes le, Ça date si de tu là. tiens ton 3-1, moi je suis un peu dans un moment où je me dis on est sur cette montée en puissance. Là, Justement, tu ne le tiens pas. ouais, oui, tu Justement, le tiens pas. justement, tu ne le tiens pas. Tu n'es pas capable de le tenir. Tu Mais as tu dois le tenir. un niveau de compétition où, si tu veux remporter la compétition, il faut que tu sois capable de fermer le score, terminer Ah oui. du match. Ce qui aurait été capable dans une équipe qui est parfaitement en confiance et qui sait ce à quoi elle joue, ils auraient été parfaitement capables de le faire. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de configurations différentes dans ce match-là, mais même dès l'avant-match, il n'y avait rien qui était clair. Le choix du schéma tactique, on ne sait pas si c'était pour des raisons tactiques, pour des raisons politiques, c'était pour que tous les trois joueurs devant voulaient être dans l'axe. Tu te retrouves à pas derrière latéral parce que tu n'en as pas sélectionné. Ferland Mendy, il est en vacances. Enfin, je veux dire, il y a rien qui tient debout en fait dans tout ce match, tout le déroulé du match, dans les décisions de Deschamps, il n'y en a pas une. C'est la première fois, je crois, depuis longtemps où il ne prend que des mauvaises décisions. Il n'y a que des mauvaises décisions qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Moi, je suis désolé pour Le changement de système, il ne le fait pas à la mi-temps. de fait à la 15e Il minute. le fait juste avant. Il le fait 10 minutes Juste avant. Il le avant. fait à la 35e. Quand il change, enfin, je veux dire, le 3-5-2, quand il passe à 4 derrière, où il demande à Rabiot de repasser au milieu. Il le fait à la 40e, sauf que Rabiot, il est de l'autre côté du terrain, avec un brouhaha monstrueux. Donc déjà, ils étaient en train d'évoluer dans un système qu'ils ne maîtrisaient pas. Deschamps leur demande de changer alors qu'ils ont passé 48 heures à préparer l'autre système. Et ils le changent juste avant la mi-temps, au lieu à la limite d'attendre la mi-temps et de leur expliquer. Tu vois, de rester comme ça pour pas bouleverser, pour que les mecs se mettent un peu à l'aise. Non, C'est une petite perte tu de leur redemandes. Tu vois, c'est qu'un échange comme ça de petites choses qui font que tu mets tes joueurs dans une situation d'incertitude. Et c'est pas que tu les mets dans une situation d'incertitude, c'est que tu montres à tes joueurs que tu n'es pas sûr. Ah, t'es pas en contrôle. Voilà, que tu n'es pas en contrôle. Or, eux, ils sont déjà pas sûrs de ce qu'ils font. Si toi, en plus, tu n'es pas en contrôle, bah, ils sentent tout de suite, il suffit d'un rien. Et les Suisses, ils l'ont vu ça. Ils parlent français, les Suisses. Hein. Ouais. Je rappelle, ils l'ont vu ça. Ils ont vu que les Français, ils n'étaient pas en confiance. Ça se Ils ont sent. vu les embrouilles. Tu vois, ils ont entendu Rabiot et Pogba se prendre la tête et tout. Bah ouais. Tu vois, quand tu es sur un terrain, tu vois, quand ton adversaire en face, il commence à s'énerver, tu dis, bon, c'est bon signe. Ça t'encourage à rien lâcher en plus, même si t'es. Voilà, tu te dis, si on pousse un peu, il y a la place. Ouais. T'en mets un, le Si tu as les deuxième. mecs qui sont là, ils sont en détente, ça passe, ça va à 2000 à l'heure, les gars, ils sont là, ils se marrent entre eux, bon, c'est terminé. Tu sais que c'est fini pour toi. Voilà. Est-ce que on peut dire que, et puis je l'ai entendu un peu trop souvent, c'est la même chose pour ce joueur, pour Kylian Mbappé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème Mbappé aujourd'hui? Comment est-ce que. Renvoie l'interview de Van Gaal, quoi. Il y a Ah ben là, où il le démontre. je vais la mettre Je dans suis le. d'accord avec tout ce que dit Van Gaal sur tous les sujets. Donc, Alors, est-ce que tu veux, toi, nous faire part de l'entrevue de Van Gaal, Van Gaal, alors c'est une entrevue qui reste journalistique, donc ça ne va pas en profondeur, mais qui dit deux choses intéressantes. D'abord, il dit que la France et le Portugal ne sont pas des équipes, ce sont des individus, des gens qui ne jouent pas pour l'équipe. Et deuxième chose, Kylian Mbappé est un joueur extrêmement doué techniquement, physiquement, mais qui tactiquement est très limité et ne progresse pas. Et qui ne joue pas pour l'équipe. C'est un joueur individuel. Donc c'est dur, mais le Mbappé qu'on a vu à l'Euro est le mauvais Mbappé. Celui qui va absolument redescendre au milieu, celui qui va absolument toucher beaucoup de ballons, celui qui rêve d'être un numéro 10, alors que ce n'est pas un numéro 10. Moi, j'ai adoré le Mbappé de la deuxième partie de saison à Paris. C'est lui qui porte Paris jusqu'à la finale. C'est vraiment lui qui porte le club. En faisant un football beaucoup plus simple, en jouant sur ses qualités ou là où il est le meilleur. Voilà, exactement. Tu joues sur tes qualités. C'est-à-dire qu'il a essayé d'être le joueur qu'il n'est Il pas. essaie d'être un autre. Ouais, ça, c'est. Ça veut pas dire qu'il ne doit pas progresser aussi, mais moi en fait, je suis à 100% d'accord avec ça. Et il joue sur tes qualités, mais avec le recul, je me dis, voilà, Mbappé, il est dans un contexte en club où bah voilà, il regarde Neymar, il regarde un peu peut-être Di Maria,
et puis il choisit pas le bon. Et ces exemples, voilà quoi, il n'a pas un hyper pro, un vrai exemple devant lui qui va le tirer dans la bonne direction quoi. Alors, l'arrivée de Sergio Ramos peut peut-être l'aider sur ce plan-là, mais bon, il ne joue pas sur le même poste. Mais c'est Mais, ça. non, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un modèle et je pense que Neymar est toxique pour beaucoup de C'est choses ça. en Pour moi, réalité. Neymar, il est toxique pour la progression d'Mbappé. Voilà. C'est ça le gros problème. On a trouvé le prochain numéro, enfin un prochain numéro sur le PSG. Je veux absolument, absolument, absolument parler de ce joueur génial qui va peut-être nous quitter en sélection nationale. Je ne sais pas s'il va le garder encore les 2 ans. Je pense qu'il devrait le garder, Enrique, notre ami Bousquet. Ah oui, Busquets. Oui, je pense qu'il va le garder tant qu'il joue. Ce qui est incroyable, c'est que son retour en sélection a apporté un énorme plus, alors que c'est un joueur enfin, Écoute, je me suis régalé. Franchement, c'est un joueur qui joue quasiment qu'à une touche de balle. je me suis arrêté sur lui. Il avance à 2 à l'heure, mais il est Il toujours avance à 2 à l'heure. contrôle, c'est bien fait. Il y en a plusieurs qui le décriaient. Il sait faire la putain de faute quand il faut la faire. Tu sais, oh my God, c'est un joueur, mais tellement magnifique. Je te dirais, ce que j'ai vu qui se rapprocherait, alors je vais dire une bêtise, ça va t'insulter parce que tu es un fan du Barça ou de Busquets. Je dirais qu'en termes de vice et d'intelligence de jeu, ce que j'ai vu en France, en championnat de France, qui se rapprochait le plus de lui, c'était mon ami, et attention, c'est différents joueurs, je pourrais juste prévenir, Thiago Motta. Je trouvais que Thiago Motta, c'était pas vraiment le même rôle et le même rôle Moi, sur je le trouve que terrain. Thiago Motta était même un cran au-dessus de Busquets. Ah ouais? Ouais. Oh, Contre Chelsea. ouais, sur un ou deux matchs. Bah, Oui, sur certains matchs, pas sur toute la saison. Busquets, c'est clairement plus régulier que Thiago Ah Motta. oui, voilà. Ouais. Mais Thiago Motta, très fort, Ah, mais c'est c'est fort. injouable. C'est Injouable. parce il a quand même des notions offensives que Busquets n'a pas. Exactement. Ouais. J'ai Ouais, et choisi puis un exemple. il a un coffre que Busquets, ça n'a pas. Ah oui, Et oui. il est capable de départ et à la fin de l'action. Mais je trouve que les deux, c'est ces joueurs-là que, tu vois, puis Mais c'est le problème, c'est qu'avec les réalisations actuelles, comme on sert de plus en plus le plan, on le voit de moins en moins, en fait, ces joueurs. Busquets, on le voit apparaître de temps en temps sur l'écran, mais on le voit finalement assez peu, et c'est ce qui est un peu dommage. Mais c'est un joueur, c'est pas pour rien qu'il est capitaine de l'équipe d'Espagne, alors qu'il a un charisme proche de l'huître. Quoi. Tu vois, c'est vraiment pas du tout quelqu'un de charismatique. Et pourtant, il est capitaine, et pourtant, il est admiré, et pourtant, il est tout le temps, quasiment tout le temps au top. Quoi. tu l'as rencontré déjà? Non, jamais. Jamais, jamais. Bon, je l'ai C'était pas- croisé en zone mixte, j'ai dû le croiser 2, 3 fois, mais Est-ce que ça fait partie on dirait des... un geek, quoi. C'est vraiment un type Ouais. comme ça, il est un peu courbé. Tu vois, c'est pas du tout. C'est pas Thiago Motta, lui, qui est lui, et bon, c'est la classe, tu vois. Il Cali- arrive, il sourit, Caliaco, le Brésilien et tout. Non, non, Busquets, c'est un Mister Nobody, quoi, vraiment. Et c'est un mec qui a une vie vraiment plan-plan. C'est pas... Et ce qui est marrant, c'est que Guardiola, en fait, le découvre très tard, Busquets. Il le découvre en fin de saison en seconde AB, quand il est au Barça B. Et Busquets joue à l'époque numéro 10. Et d'ailleurs, il ne joue pas parce qu'il est trop lent, en fait. Il est trop lent et Guardiola l'essaye très tardivement à ce poste-là. Je crois que c'est sur vraiment je dirais à partir du mois de mars, je crois, dans mon souvenir, qu'il le fait jouer, en fait, il le fait reculer parce qu'il a une galère avec je ne sais plus qui était le milieu de terrain à l'époque. Et il l'essaye et il le met genre 15 minutes sur un match Wow. et après, il ne sort plus du 11. Et il fait pareil quand il arrive en équipe A, où il recrute Yaya Touré pour ce poste-là. Ouais. Sur les 2 premiers matchs, Yaya Touré joue et ils font une défaite 1-0 et un partout. Il sort Yaya Touré du 11, il met Busquets à la place et là c'est parti. 4-0, 4-0, Et il a 4-0, trouvé 4-0. aussi un pas mal. Moi, j'ai trouvé fort à un moment donné celui-là aussi. Qui ça? Il a Touré. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est dire, enfin, c'est dire le niveau. C'est-à-dire que Yaya Touré, la seule différence avec Busquets, c'est qu'Yaya Touré a un peu le même défaut que Verratti. C'est-à-dire qu'il avait tendance à avoir le pied qui colle, tu vois, un peu. Alors, le pied qui colle un petit peu, tu sais, le contact un peu de trop, la petite semelle que tu dois purifier, que tu faut que tu enlèves et tu sens que tu vas lui dire, il va le faire une fois sur deux, tu vois. Alors que Busquets, il a compris que c'était pas du tout sa qualité, le dribble, alors qu'il a une super conservation du ballon. C'est pas sa qualité première. Sa qualité première, c'est sa capacité d'anticipation, sa capacité à maîtriser le cours du match. Et tu verras qu'il ne fera jamais une touche de trop. Jamais.
Busquets. C'est ça qui est incroyable. Et tu Mais dirais, le mec, en fait, il est il a un toujours palmarès. Le toujours mec, il juste. a un palmarès, attention, hein, le palmarès de Ah Busquets, ouais. ça va très très loin. Il a un palmarès dingue. C'est le mec qui a presque inventé un poste, hein, quasiment, qui est le poste de Busquets, qui est un truc que jamais personne n'a vraiment joué comme ça. Il pourrait avoir un boulard. Tu vois, s'il était français, le type, il aurait un boulard dingue. Hein, le mec, il continue comme ça, pareil. Je trouve ça admirable. Hein. Constance à un niveau toujours, même si cette année c'était peut-être un peu plus dur, il est toujours au top. Hein. Il est quand même là. Ouais, cette année, il y a eu De Jong un peu dans les pattes, donc sur certains matchs, il était un peu moins bon, mais De Jong, donc, un joueur pareil. Pareil, lui, on est parti pour Ça, un c'est autre. la différence entre De Jong et Verratti. Tu vois, De Jong, il est au-dessus de Verratti. Parce que De Jong, il a à la fois la conservation de balle de Verratti, mais il a l'explosivité qu'a pas Verratti, la caisse qu'a pas Verratti, La taille aussi, parce qu'il est quand même physique. Hein, la taille, et puis, la capacité offensive qu'a pas Verratti. Pour moi, De Jong, il est au-dessus. De Jong, moi j'ai l'impression, je le regarde jouer, il est partout, le mec. Il est partout. J'ai l'impression qu'il y a 11 De Jong sur le terrain. C'est allez, futur Ballon d'Or, même si je ne suis pas trop fan du procès. En tout cas, je voulais faire une petite dédicace à Busquets. Écoute, j'avais une dernière question surprise. Je pense que ça pourrait être l'opus d'un autre épisode, on va dire. J'avais nommé ça Thibaut et la Fédé. Alors, je te suis. Je regarde, mon Dieu, tu vois, je regarde de plus en plus. Et puis J'arrête pas. écoute, moi, je suis, à la limite, je dirais que je suis dans ton camp. Mais j'essaye de me mettre dans l'autre. Je les matraque, je fais que les Un matraques. avocat du diable. Mais j'ai essayé de me faire l'avocat du diable et dire putain, Thibaut, quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait à sa famille, ses enfants ils l'ont dit, il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais malheureusement, ils ne prennent que des mauvaises décisions. Donc, On ouvre une semi-parenthèse. Allez, une semi-parenthèse. une petite. Moi, je l'ai dit en discutant encore hier tout à l'heure avec quelqu'un. Je disais, moi, ça m'embête parce que j'ai l'impression d'être démago en fait. Quand je dis ça, je passe mon temps à taper sur eux. Tu vois, ça me gêne en fait. Et eux ou la Ligue ou la LFP, je passe mon temps à taper sur eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne prennent que les mauvaises décisions. Et quand tu regardes ce qui se passe, tu regardes les espoirs, tu regardes les Olympiques. Les espoirs, les Olympiques, C'est scandaleux ce qui se passe avec les Olympiques. C'est scandaleux. on va partir avec une équipe. Les Jeux Olympiques, c'est un truc dans la carrière d'un sportif, c'est très important. C'est une institution. C'est les Français qui ont fondé cette compétition-là. C'est quelque chose qui est certes pas dans le calendrier FIFA, mais qui est pour un sportif et pour une fédération un grand moment. Les Espagnols, ils envoient 6 joueurs qui étaient à l'Euro. Ils en envoient 6, dont Pedri et Dani Olmo. Ils n'envoient pas, toi, les mecs qui n'ont pas joué. Et nous, on se qualifie. On est là, super, on est qualifié pour les JO. C'est comme l'Europa League, tu vois. Et personne ne veut y aller. Et tout le monde trouve ça normal. On dit, bah, quand même, les pauvres, les clubs. Je dis, mais putain, mais les gars, vous vous rendez pas compte la vitrine que c'est? Vous vous rendez pas compte le prestige que c'est? Vous vous rendez pas compte le discrédit que ça porte sur vous de vous comporter comme ça? Non, moi, quand C'est même. la faute des clubs. Oui, mais c'est la Fédé qui donne les licences. C'est la Fédé qui décide. C'est la Fédé qui retire les sélections. Si jamais tu refuses une sélection. Donc, tu vois, et c'est comme ça. Les féminines, c'est pareil. L'adjoint qui veut partir, qui supporte pas Corinne Diacre, qui est démissionnaire. Les espoirs qui ont une équipe de feu, qui n'ont même pas fait un 1-2 contre J'ai vu ce match, c'était. Ils n'ont pas fait un 1-2. Alors que tu as Aouar, Cacré, comment il s'appelle, Romain Fèvre. La classe. C'est du jeu. T'as un milieu de feu, quoi, qui pourrait être titulaire dans n'importe quelle équipe A. Voilà. Donc, tu sais, au bout d'un moment, moi, et plus Deschamps qui fait de mauvaises décisions sur mauvaises décisions contre la Suisse. Et Le Gret, je lui ai serré la main, j'ai su qu'il voulait continuer. Bon, bah, tu vois, au bout d'un moment. On va mettre ça sur le dos de la Covid. Ça commence à faire. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup, là, tu vois. Ça commence à faire beaucoup. Donc, le problème, c'est que. As-tu pris une bonne décision pour toi à un moment donné, la fédération? C'est quoi la bonne décision que la fédération a prise dans les 2 dernières années? Très bonne question. La bonne décision. Oh putain. Non, la bonne décision, c'est d'avoir ouvert un peu le BEPF à d'autres profils. Bon, ça, c'est une belle. Il continue à avoir 9 personnes seulement qui le passent. Donc, au lieu d'en avoir une, il y en a 3 maintenant.
qui sont issus du monde amateur et qui ne sont pas forcément des anciens pros. Ça, c'est plutôt une bonne décision. Voilà. Et que Régis Lebris soit dans les 9 choisis, c'est aussi une bonne décision. Voilà. Pardon? Et que Régis Lebris soit dans les, dans la liste. Ah ouais, mais ça, regarde, on va le refaire. Félicitations, Régis. Toi, tu as une double félicitation dans 2 de mes épisodes. Régis, tu es dans mon émission. Il y a une hype Lebris là qu'on est en train de faire. Ah, mais bon, ça y est. Next guest. Bon, écoute, Thibaut, je ne vais pas dépasser le temps qu'on s'était accordé. C'était vraiment cool. Et puis, regarde, on s'est encore trouvé un terrain d'entente pour aller vers un futur épisode. Je te remercie. C'est toujours un plaisir de t'avoir et puis de t'écouter et d'échanger avec toi. Vraiment, toujours. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et puis, j'ai comme projet, puis je pense que François, ça va l'intéresser. Je te le demande aujourd'hui officiellement. On va faire ça live, puis je vais le mettre dans le montage. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un truc avec François? Avec Bigral, François Bigral, oui, bien sûr. Allez, let's go. Après, ça va être difficile d'en placer une entre lui et moi, quoi. Toi, ça va commencer à être compliqué. Ça va être mon rôle. Je vais essayer de vous tenir là-dedans. En tout cas, merci beaucoup, Thibaut. Pat, c'était une première. Je te réinvite. Merci pour l'invitation, Thibaut. Enchanté. Enchanté, Pat. À bientôt. Vraiment cool de vous avoir tous les deux. Donc, All the Talk, le dernier opus. J'espère que ça va vous plaire. Prochain numéro, on a la natation. Et puis après, je reviens dans du foot. Puis je m'en vais dans de la chasse, imagine. Donc, voilà. Merci beaucoup et à très, 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 très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut, merci.